Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle soirée organisée par notre école Usha Veda. Et ce soir, avec mon invité, nous allons parler alimentation. Mais pas alimentation peut-être comme vous l'imaginez. Vous savez, vous avez déjà connu cette situation, on est à table au restaurant avec une copine. Typiquement, on profite de ces beaux jours, donc on est dehors sur une terrasse, il fait beau, il fait chaud. Du coup, on a toutes les deux très envie de quelque chose de très frais. On va se prendre une belle salade pleine de crudités. On partage un bon repas, on discute. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. L'après-midi passe, l'après-midi passe. Et puis, alors que vous êtes en pleine forme, pleine de légèreté, vous avez encore envie de faire 1000 choses dans la journée, votre copine, elle se sent plutôt, on va dire comme une montgolfière prête au décollage. Elle a des coups de barre, elle est fatiguée, elle se sent ballonnée. Elle a un constat. Le même aliment, deux personnes différentes et surtout deux effets différents au niveau de ce qui a été mangé durant ce repas. Et c'est vraiment là que l'Ayurveda devient fascinante parce que au lieu de se poser simplement la question est-ce que cet aliment il est sain, ce sera plutôt la question est-ce que cet aliment il est juste pour moi, est-ce que il convient à mon état actuel, est-ce que c'est vraiment le bon carburant que je dois mettre pour mon moteur interne. Et pour discuter de cette vision de la nutrition ayurvédique, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Nicole Graff. Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Bonsoir Martine. Bonsoir Nicole. Ça fait plaisir de faire ça ensemble. Alors, Nicole est thérapeute complémentaire en Ayurveda. Elle est également enseignante dans cette même formation au sein de notre école. Et la première question que je vais poser à Nicole, je connais son parcours, mais je sais que l'Ayurveda ou la nutrition ayurvédique, ça a été une révélation à un moment donné pour toi lors d'un panchakarma, si j'ai bon souvenir. Tout à fait. Et j'avais envie de savoir, avec cette vision de l'Ayurveda, qu'est-ce qui a changé dans ta manière d'observer les gens qui t'entourent ? Alors, au-delà de l'alimentation, dans un premier temps, c'est la rencontre avec l'Ayurveda qui m'a permis de changer de regard. Au moment où j'ai rencontré l'Ayurveda, pour ma part, j'étais enseignante primaire, donc j'avais tout un bassin d'enfants, de parents, de personnes différentes autour de moi. J'étais maman de deux jeunes enfants à l'époque, deux jeunes enfants très différents l'un de l'autre, qui sortaient du même moule, et je constatais beaucoup de différences, mais je ne savais pas quoi en faire. Et en fait, l'Ayurveda m'a apporté des clés de compréhension de ces différences. Alors tout d'abord, elle m'a permis un petit peu d'avoir une sorte de schéma, j'aime pas tellement ce mot-là, mais enfin de suivi, d'observation, des observations par rapport au physique d'une personne. Il y avait des enfants qui étaient tout fins, d'autres qui étaient plus costauds, plus larges, d'autres qui étaient rapides, d'autres qui étaient très longs, d'autres qui avaient une activité d'esprit très vive. Et toutes ces différences, je les constatais. Mais j'ai pu, au niveau physique déjà, faire des observations. Ensuite, j'ai pu faire des observations au niveau plutôt de leur réaction émotionnelle. Pour une même situation, chacun réagissait différemment, certains par la colère, d'autres par des pleurs, et ça m'a donné déjà des facilités d'observation, je dirais. Ensuite, au niveau aussi du mental, certains enfants avaient beaucoup de facilité à mémoriser, d'autres des difficultés à se concentrer. Vraiment, tout était différent, au niveau mental aussi. Puis ensuite, très intéressant pour moi, c'était leur approche du monde. Certains étaient très attentifs à la nature, très attentifs aux enfants autour d'eux, à être sympa avec les autres, à être toujours de bonne humeur, etc. D'être très attentif aussi au niveau des animaux. Et ça, c'est vraiment déjà, ça m'a aidé à
à clarifier un peu mes observations. Et puis, l'Ayurveda, j'ai appris en fait, elle classait tout ça, d'une part, dans les doshas qui sont plus au niveau physique et émotionnel, et aussi au niveau des trigunas, les trigunas qui sont plus au niveau mental et spirituel. Et ça m'a donné, en fait, par la lecture des profils différents, ça m'a donné des pistes. Okay. Et je me suis rendu compte, très bien, les gens sont différents, on peut les mettre plus ou moins dans des profils et ces profils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, au niveau de la vie de tous les jours, mais surtout au niveau de l'alimentation, eh bien, on va devoir faire des différences. Et par exemple, pour le Panchakarma, tu parlais de ça, je n'étais pas toute seule et on était plusieurs copines et du coup, on avait chacune des régimes alimentaires fort différents. Parce qu'à la base, on était différentes. Ça a été la première révélation. Et du coup, ce qui a changé, c'est que depuis, je n'arrive plus à dire à quelqu'un dans la thérapie, quand j'ai des clients qui viennent me voir, « Oh, mais vous avez ce problème, il n'y a qu'à faire ça !» Parce que c'est bien au-delà de ça. On est obligé de regarder comment est la personne au départ. Ok. Voilà. Donc en fait, quelque part, dans ce que tu m'expliques, c'est l'idée que tu n'observes pas juste un symptôme en Ayurveda, tu vas regarder la personne dans sa globalité. Et ce qui veut dire aussi que, là tu parlais tout à l'heure de quand tu rencontres un client dans ton institut, j'imagine que contrairement à ce que la nutrition occidentale va chercher à obtenir comme réponse ou comme information de la personne qui vient la voir sur par exemple on va dire le nombre de calories qu'elle mange dans la journée, si elle mange des protéines insuffisantes, qu'est-ce qu'elle utilise comme lipides, etc. Comme lipides, pardon. Là, j'imagine que quand tu as une personne qui vient te voir, les questions, elles vont être complètement différentes au niveau de ce que tu souhaites obtenir comme information de la part de la personne. Oui, alors dans tout ce que tu racontes, il y a différents niveaux. Tout d'abord, c'est vrai que l'Ayurveda va considérer la personne dans toutes ses dimensions. Oui. J'ai évoqué tout à l'heure les pistes physiques, émotionnelles, mentales et la dimension spirituelle. Parce qu'une personne qui est en vie, il faut qu'elle mange pour rester en vie, mais une personne en vie, elle l'est au niveau physique, elle l'est au niveau émotionnel, au niveau mental et aussi spirituel. Donc, manger, pour l'Ayurveda, on va manger pour ces 4 dimensions. D'accord. Ça, c'est une chose. Tu parlais de symptômes. Effectivement, en Ayurveda, on va regarder un petit peu les symptômes ou les troubles des personnes, mais pour les mêmes troubles, on ne va pas avoir les mêmes solutions. Un petit exemple. Tu veux bien ? Allez, vas-y. Alors, imaginons quelqu'un qui vient chez moi et qui est constipé. Ouais. Alors, ce que je vais regarder, c'est, ok, vous avez une constipation, comment est-ce qu'elle s'exprime, cette constipation? Et on va aller rechercher les qualités qui sont cachées là derrière. Les qualités, par exemple, ça peut être une constipation parce que la personne est déshydratée, les selles sont sèches, le rythme est très irrégulier. Donc là, on va lui proposer les qualités opposées, ça veut dire qu'on va lui demander de la régularité, on va lui demander de l'onctuosité pour contrebalancer les excès. Dans le cas où la constipation, elle vient d'un problème parce que la personne, elle est trop lourde et elle est trop lente. Donc ça veut dire un transit qui serait lent. Exactement. Et le transit peut être lent par rapport à la capacité de la personne, d'une part, mais aussi parce qu'elle mange peut-être trop lourd, ou peut-être trop gras, ou peut-être trop mouillé, trop humide. Ouais. Du coup, c'est pas la même problématique pour l'Ayurveda. Donc, le côté lourd, lent, on va essayer de le contrebalancer avec des aliments plutôt légers, et puis surtout, on va stimuler la personne. Donc, t'as pas un aliment qui a cet effet pour cette personne-là. Ça veut dire qu'en Ayurveda, si je te suis, t'as pas une alimentation idéale
pour tout le monde? Non, effectivement. C'est un peu ça. Ça veut dire que ce que tu vas, comme tu vois ce symptôme-là, on parlait de la constipation, tu vas essayer de chercher derrière. Et à partir de là, tu vas recommander des aliments qui favorisent en fait ce que tu m'as dit, en fait, les qualités. En fait. Voilà, on va regarder les qualités qui sont en excès. Ça peut être la sécheresse, ça peut être le fait que la personne est tout le temps en mouvement. Ça peut être parce qu'elle a trop chaud, parce qu'elle a trop froid. Et on va chaque fois amener, que ce soit dans l'alimentation ou que ce soit dans tous les conseils, on va chaque fois amener l'opposé pour faire l'effet de balance. Et pour retrouver, en fait, l'idée c'est, quand tu me parles de cette balance, c'est aussi cette idée d'équilibre. Totalement. C'est ça? Oui, oui. Pour l'Ayurveda, la santé est un équilibre. Ok. La santé est un équilibre. Vous avez bien retenu. Et du coup, vas-y alors. Vas-y. Et ça veut dire aussi que si on fonctionne différemment, on a des besoins différents, là tu viens de le dire, on a aussi une manière de transformer les choses différentes, les aliments, là c'est pas les... Si je reviens un petit peu à l'alimentation, on transforme différemment un aliment en fonction de, je sais pas, de notre constitution. Voilà, alors c'est un peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que on va faire une analogie avec une voiture. Okay. D'accord? Alors, pour l'Ayurveda, la voiture, d'une part, elle est faite d'une certaine matière. Une voiture, c'est du métal. C'est du métal, c'est du caoutchouc, c'est des liquides, c'est du feu parce qu'il faut bien que ça fonctionne. Tout ça, ça fait partie de la matière. Pour l'être humain, eh bien, ce sont les 5 éléments qui vont constituer notre physique. Les os, les muscles, etc. C'est notre anatomie. Ok. Ensuite, ces éléments dans l'être humain vont se mixer entre eux et puis ils vont devenir fonctionnels. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir ensemble commencer à créer des circulations de liquide, par exemple. Ils vont pouvoir créer du mouvement. Ils vont pouvoir créer des transformations. Et ça, c'est parce que ces éléments vont mixer entre eux. Donc, c'est des fonctions corporelles. Si on regarde au niveau de la voiture, c'est les fonctions techniques. Ouais. Ça veut dire le fait que quand je pèse sur un bouton, tout d'un coup, j'ai du produit à glace qui vient, les essuie-glaces qui fonctionnent. Mais j'ai aussi une possibilité de garder de l'énergie, hein, de contenir de l'énergie en mettant les gaz, etc. Ça, c'est au niveau des fonctions. Ok. Donc là, si on reprend sur l'être humain et si on reprend sur l'Ayurveda, on va dire que c'est les fameuses constitutions. Voilà, c'est les tridoshas. C'est les tridoshas. Exactement. Les doshas vont donner des fonctions. C'est un peu la physiologie de l'être humain. Ok. Hein? Un tridosha, je t'arrête. Comme ça, les gens, ils... Oui, t'as raison. T'as raison, hein. Donc, les tridoshas, c'est les fameuses constitutions dont vous avez certainement déjà entendu parler. Vata, qui est constitué d'air et d'éther. Oui. Ok. Pitta, qui est constitué de feu et de terre. Et d'eau. Pour pas que le feu brûle trop. Voilà. Pour le contenir. Et enfin, Kapha, qui est constitué de terre, qui est la matière, et d'eau. Voilà, exactement. Donc et chacun a des fonctions différentes. Exactement. D'où les fonctions techniques. Les fonctions techniques de la voiture sont les fonctions pour l'être humain de ces tridoshas. Et après ça, du coup? Alors, après ça, pour faire fonctionner la voiture, il faut un carburant. Voilà. Et puis, selon... chez nous, le carburant, c'est les aliments. Mais selon le moteur, je passe à la voiture, il faudra plutôt une essence 95 ou il faudra plutôt une essence diesel. Eh bien, chez nous, c'est la même chose. Selon notre carcasse et nos fonctions, il nous faudra des carburants différents. D'où qu'on fonctionne correctement. D'où, en fait, si on revient un petit peu à l'introduction, quand on posait la question, en fait, quel est le bon aliment pour moi? Ça va être quel est le bon aliment à ce moment-là, aussi en fonction de ma constitution. Totalement. C'est ça. Voilà. Okay. Et tu parlais de transformation. Oui. Et ça, c'est encore un niveau différent. Ok. Alors,
Je prends l'image de la voiture. Si dans ma voiture, je n'ai pas de système d'allumage, je n'ai pas de système de combustion, ma voiture, elle ne va pas fonctionner. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Oui, rien. Chez nous, pour l'être humain, ce système d'allumage, c'est ce qu'on appelle Agni, c'est le feu digestif. Ok. Voilà. Et ce feu digestif, dans l'idéal, il doit être équilibré, il doit être performant. Et c'est quoi justement, un feu digestif, on va dire, performant? Alors, un feu digestif performant, on va le voir déjà à l'appétit qu'on a. On a un appétit régulier, à des heures régulières, et normal, on ne va pas dévorer. Ça, c'est une manière de voir un bon feu digestif. On va avoir une bonne digestion. La digestion pour l'Ayurveda, c'est pas seulement le fait que on va casser les aliments en petits nutriments, mais c'est aussi l'assimilation, ça veut dire comment le corps va pouvoir prendre ces nutriments et les transformer en cellules corporelles. Voilà. Et puis c'est aussi l'élimination. Donc, quand on dit avoir une bonne digestion, ça veut dire que on n'a pas de lourdeur d'estomac, on n'a pas de ballonnement, on se sent bien, on se sent bien, ni trop léger, ni trop lourd après un repas, on sent de l'énergie, on élimine correctement, ça veut dire des selles tous les jours, qui sont pas toutes les mêmes. Attention, des fois on fait la confusion. C'est que les selles ne sont pas toutes les mêmes chez tout le monde. Les selles de Vata ne sont pas les mêmes que les selles de Kapha. Donc on va regarder la nature de base et puis essayer de rapprocher le rythme et la qualité des selles en fonction de la carcasse de base de la personne. De ses fonctions techniques. Mais par contre, on aimerait des selles, une élimination qui soit fluide, qui soit régulière et sans effort. Okay. Ça, c'est la définition. Donc, digestion en Ayurveda, c'est pas seulement digestion. Donc, transformation des aliments en nutriments, c'est aussi la manière dont on élimine. Exactement. Ok. Oui. Donc, on a dit un bon feu digestif, c'est la manière, aussi d'éliminer, mais il y a quoi d'autre qui permet un bon feu digestif? Qu'est-ce qui fait qu'on a un bon feu digestif? Alors, je me dis toujours, les ados, eux, ils ont un feu digestif explosif parce qu'ils mangent de tout et là, à n'importe quelle heure. Absolument, ça fait partie de leur âge, de l'adolescence, c'est tout à fait normal. Okay. Alors, ça va être une nourriture, d'une part, qui est adaptée au dosha. Oui. Ça, c'est une chose. Ça va être une nourriture qui est régulière. Ça va être une nourriture qui n'est pas trop conséquente en quantité. On dit par exemple que la quantité qu'on va manger, c'est la quantité pour un repas, c'est les aliments qui peuvent être contenus dans mes deux mains en forme de soucoupe. Ça, c'est normalement la quantité d'un repas dans la journée. Donc, par repas. Par repas. Ça te rassure, hein? Ouais, parce que je trouve que moi aussi j'ai des petites mains. Hein. Oui, c'est dégoûtant. C'est des petites mains et c'est vrai que ça me paraît. Ça paraît pas énormément. Mais c'est clair que si on a des feuilles de salade là-dedans, il y a beaucoup d'air. Donc on va imaginer quand même la nourriture un peu compressée. Oui, évidemment. D'accord. Ok. D'accord. Ça va être aussi d'adapter sa nourriture à la saison. Parce que notre feu digestif n'est pas le même en hiver qu'en été. De même que les doshas ne sont pas les mêmes en hiver qu'en été. Hein, donc on les doit doshas toujours... prédominants, tu veux dire, dans l'environnement en fait. Exactement. Parce que nous, notre dosha, enfin nos doshas, on va dire, on est toujours... Alors ceux de base, ils ne changeront jamais, voilà. Mais c'est ceux qui vont tout d'un coup devenir en excès. Okay. Et ça peut fragiliser, entre autres, pendant les saisons, parce que l'environnement, on fait partie de l'environnement, on fait partie de l'univers. Donc, on est constamment en accord ou en désaccord, mais en tout cas en relation, voilà, c'est le mot que je cherchais, en relation avec ce qui se passe dans l'univers. Okay. Donc, avec les saisons.
Et qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Il faudrait aussi qu'on ait une alimentation qui soit adaptée à l'âge, parce que notre feu digestif n'est pas le même. Tu as parlé des adolescents. Exact. Ou alors une personne qui a 80 ans. Son feu digestif, il va pas être le même. Donc on va pas lui donner la même chose. Oui. D'accord. Oui. Donc tout ça, ça fait partie de l'attention qu'on doit porter pour maintenir son bon feu digestif. D'accord. Et l'équilibre aussi au niveau des doshas. Et du coup, en fait, on va dire que peut-être notre carburant, il va varier. Nos aliments, voilà. Nos aliments, en fait, ils vont s'adapter aussi au fil de l'âge. Oui. Et c'est aussi peut-être pour ça, ça pourrait expliquer, tu sais, des fois où... alors, on se dit, ah mais, quand il y a 20 ans, voilà... Je digérais tellement bien cet aliment, mais là, je ne le supporte plus. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que notre force de transformation, elle évolue. Ouais, c'est ça. Elle évolue, d'une part, au niveau de la transformation de l'aliment en nutriments, mais aussi de nutriments dans la création des nouveaux tissus. Ouais. C'est à ces deux niveaux-là que ça va changer. D'accord. Du coup, il faut avoir un bon équilibre. Oui. Cet équilibre, alors moi je suis, hein. Tu vas me dire si j'ai bien compris. On a toujours cette idée de maintenir l'équilibre. Au quotidien, alors on n'est pas toujours attentif. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas toujours attentif à ce qu'on mange, à comment on le mange. Mais est-ce qu'on a quand même une manière, est-ce qu'on a des outils qui nous permettent de maintenir ou de retrouver cet équilibre au quotidien dans la nutrition ayurvédique? Comment c'est abordé ça? Alors justement, j'en parlais tout à l'heure, on va l'aborder par les opposés de qualité. D'accord. Ça c'est la base. Et la base... Donne un exemple, par exemple, alors Vata, on a dit air et éther, donc voilà. Beaucoup de vent, beaucoup d'air. Beaucoup de mouvement, du froid, un côté très sec chez Vata, hein, on le voit déjà physiquement, il est assez longiligne. Et du coup, on va lui proposer quelque chose d'un peu plus lourd pour qu'il prenne un peu de matière, parce que le vent et l'espace, c'est pas très chargé en densité. Non. Donc, on va lui amener de la matière, quelque chose d'un petit peu plus lourd, je dirais plus nourrissant, des céréales, des produits laitiers, parce que ça, c'est bien nourrissant. Et on va lui amener quelque chose d'onctueux, donc pas des galettes de riz toutes sèches, mais par contre, on va lui proposer un risotto bien onctueux, parce que ça va contrebalancer le côté sec chez lui. Ça, c'est des exemples pratiques. Oui. Si on regarde pour Pitta, lui, Pitta, il est fait de feu, donc forcément, il va être chaud. Feu et ça, un petit peu d'eau pour éteindre. Exactement, voilà, tout à fait, pour pas que ça brûle, que ça crame, si on peut dire comme ça. Hein. Donc, à Pitta, on va lui proposer plutôt quelque chose de frais. Et on pourrait, dans ce cas-là, mettre des épices qui vont rafraîchir. Par exemple, les produits laitiers, en particulier le lait, est acceptable, non plus qu'acceptable. Il est indiqué pour Pitta parce que le lait, il a une qualité froide. Donc, il va aller contrebalancer la chaleur de Pitta. Oui. Et puis pour Kapha, c'est l'inverse de Vata. Ça veut dire que lui, il va être lourd, il va être lent. Donc, on va lui amener des choses, des aliments un peu moins denses. Hein. La salade, par exemple, lui, ça lui conviendrait bien, dans la mesure où elle est quand même pas trop froide. Alors, comme elle est de toute façon froide au départ, on va lui rajouter des épices qui vont chauffer. Et qui vont l'aider à... Exactement. Et puis, ces épices, ou par exemple des goûts acides, on va parler peut-être des goûts tout à l'heure, ça peut être une bonne idée. Okay. Je finis juste ça. Le goût acide, il est plein de feu. Donc le goût acide va être intéressant pour Kapha parce qu'il va aller le piquer, il va aller le chauffer, le stimuler, il va le faire bouger dans sa léthargie en fait. Et tu pourrais alors du coup conseiller pour donner ce petit peps, puis
le faire bouger, est-ce que là tu conseillerais quasiment j'en sais rien, mais un jus, un petit shot de citron le matin pour le réveiller ou avant avec du gingembre frais par exemple, un peu de jus de gingembre frais, ce serait vraiment très intéressant pour lui. Gingembre frais, absolument pas pour Pitta parce que le gingembre est beaucoup trop chauffant et Pitta il va surchauffer. D'accord. Et là, tu fais quoi? Juste, tu râpes du gingembre dans ton jus de citron ou tu mets de l'épice sèche de gingembre? Ou j'ai vu, tu sais, alors tu vas me dire, pas d'aliments transformés pour un bon flot digestif, j'imagine. Alors ça, c'est sûr. C'est vrai qu'en fait, j'ai remarqué qu'ils commencent à vendre aussi, tu sais, dans les supermarchés, des shots en fait. Oui. Vraiment des petits boostants comme ça. Alors, moi, je vais te dire que j'ai pas d'expérience avec ça parce que, perso, je n'aime pas le gingembre. T'en as pas besoin? Enfin, moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai mon côté très feu, donc j'en ai pas tellement besoin. Mais par contre, en hiver ou quand je commence à être un petit peu prise, que j'ai trop de mucosité, ORL, ça c'est un signe de CAFA qui se dérègle, parce que ça devient trop humide. Bien là, je vais me faire le matin une infusion de gingembre. Donc je prends un petit morceau de gingembre que je vais couper en petits dés. Je vais le laisser cuire 2 minutes. Et puis ensuite je rajoute un petit jus de citron, un tout petit peu de miel parce que CAFA a le droit de prendre du miel. C'est le seul produit sucrant qui est conseillé pour lui. Et puis je bois ça le matin et ça va stimuler effectivement. Mais je vais pas le faire en plein été alors. Hein. D'accord. Et du coup, alors là, t'as dit que c'était une bonne idée. Si on revenait un petit peu à ces goûts, là, on a parlé de l'acide. Parce que ces goûts, en fait, c'est ces saveurs qu'on retrouve, je pense, dans une assiette. C'est ça l'idée. Hein. Voilà, tout à fait. On connaît les saveurs, le goût sucré ou doux, hein, c'est le même. Oui. Donc c'est pas forcément que du sucre. Des confitures, des bonbons, du chocolat, etc. Mais c'est le goût qui est doux, donc les céréales font partie de cette saveur-là. Okay. Par exemple, les carottes. Les carottes, elles ont un goût doux, effectivement. Ouais. Oui, donc tout même à si fait. ça reste, c'est bien de le préciser, mais cette idée en fait que c'est pas forcément justement comme tu disais. C'est pas du sucre. C'est pas du sucre. Voilà, mais le sucre fait partie de cette famille-là. Parce qu'il est... Exactement, voilà. Vraiment. Tout à fait, oui. Bah, alors ça, c'est évident. Okay. Et puis, on a le goût acide, on a le goût salé, le goût amer, le goût piquant et le goût astringent. Ça, c'est les 6 goûts. Et puis, en fait, ces 6 goûts, ce qui est intéressant, c'est que pour l'Ayurveda, c'est ces 6 goûts qui contiennent les éléments qui vont venir nourrir nos tissus. C'est une approche un peu particulière, hein, mais dans le goût doux, on va retrouver les éléments terre et eau, par exemple, et dans tous les autres goûts, chacun est composé de certains éléments. Ok, alors là, si on reprend l'exemple, tu sais, tu viens de nous parler de CAFA où tu disais que lui, en fait, dans le doux, ce qu'il a le droit, c'est le miel. C'est parce que lui, il est déjà constitué de terre et d'eau. Exactement. Donc, en fait, on va pas il doit utiliser cette saveur de manière parcimonieuse pour pas en fait avoir un excès. Exactement. Donc CAFA, quand il va bien, il peut volontiers de temps en temps consommer du doux. Ouais. Mais si on voit que tout d'un coup, il y a de l'humidité qui augmente, une lenteur, une lourdeur, et bien dans ce cas-là, on va diminuer ce côté doux qui est fait des mêmes éléments que cette énergie CAFA. C'est comme ça qu'on fait avec l'Ayurveda, jouer avec la balance. Et du coup, on va lui amener un aliment qui va être beaucoup plus léger, par exemple la mer, qui lui est fait d'air et d'espace, d'éther. Ok. Parce que lui, ça va le contrebalancer. Alors que par exemple, Vata qui est fait d'air et d'éther, s'il a déjà un Vata, on va dire explosé, mais c'est peut-être pas le terme. Déséquilibré. Hein. C'est des fois ce que j'utilise pour
pour parler de mon mental. Quand en fait, il joue trop au Vata. C'est pour ça. Donc là, justement, on évite un goût amer. Voilà, ou exactement. d'avoir une assiette où il y a vraiment que ce goût qui est prédominant. Voilà, ça, exactement. Ça, c'est dans le cas où on a des troubles, parce qu'en fait, pour l'Ayurveda, comme chaque saveur contient 2 éléments, et que pour être en vie, on a besoin de tous les éléments. Ouais. Sinon, notre carcasse, elle tient pas. Donc elle tient pas debout. On revient aux 5 éléments. Les 5 éléments qui font. Vous vous souvenez la carrosserie? Voilà, exactement. Okay. Et ces 5 éléments, c'est l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc on a besoin de ces 5 éléments pour se construire et pour que les doshas puissent fonctionner. Ouais. Hein? Donc il faut du carburant qui vient nourrir ces 5 éléments. Exact. Donc, encore un donc on a besoin des 6 saveurs. Tout le temps. Mais un kapha fera attention par exemple à ne pas consommer trop de doux. Le pitta, lui, va éviter de consommer trop salé parce que le salé est fait de feu et d'eau. C'est les mêmes éléments que lui. Ah ouais. Donc ça va forcément le déséquilibrer. Le piment, tout ce qui est piquant, oui. Ça aussi tu évites pour... Oui, totalement. Le piquant aussi, évidemment. Mais le salé, c'est vraiment celui qui va le déséquilibrer le plus vite. Et puis, on a vu pour Vata, c'est l'amer qui va être le plus déstabilisant pour lui. D'accord. Je te propose un petit test. Parce qu'en fait, ces saveurs... Bon, allez, vas-y. Oui, parce qu'en fait, ces saveurs, en plus, non seulement elles amènent des éléments indispensables, mais elles ont chacune un rôle à jouer dans la digestion. D'accord. D'accord. Donc on en revient à notre feu digestif. Enfin, ça va. Non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait le feu. C'est un mix entre les entre tout ça. Ok, allez, je teste. Alors, je vais te faire déguster une saveur. Ouais. Voilà. Je vous montre. Vous voyez. Tout ça, tu peux prendre. Et puis, avant que tu dégustes, alors tu pourras nous dire bien sûr quelle saveur tu ressens. C'est pas mauvais, je te rassure. Hein. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu te concentres et puis que tu essaies de voir, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ta bouche? Vraiment au niveau physiquement, physiologiquement. Et je prends tout? Non, prends va tranquillou. Sois prudente. J'aime bien l'aventure, moi. Alors, ça c'est Vata. Hein. Voilà, observe vraiment comment ça fait. Regardez le visage, c'est trop joli. Ah, c'est hyper acide. Voilà, c'est de l'acide. Alors maintenant, c'est de l'acide. Regarde, tu reconnais, c'est du jus de citron. Jus de citron, mais qui a été mélangé avec de l'eau quand même. Oui, il est dit. Alors, maintenant, regarde ce qui se passe dans ta bouche. D'abord, c'est plutôt sur le devant. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais... Puis je commence à saliver. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc, je suis un bon cobaye. La salive, en réalité, c'est le corps qui va réagir, amener de l'eau pour éteindre le feu de l'acidité. Ah, c'est excellent. D'accord. Donc physiologiquement, il se passe quelque chose. C'est inné. Et en fait, l'acidité, elle va aller stimuler les enzymes gastriques. D'où le fait que tu recommandes ça plus pour un kapha. Entre autres. Mais pour tous, on va le proposer plutôt assez au début du repas. Parce que comme ça stimule les enzymes, ça veut dire que le feu digestif, il va devenir plus efficace. Donc, il va être aussi plus efficace pour transformer ce que nous Exactement. On va manger. Au niveau de l'estomac et du foie, on aura tous ces enzymes chimiques qui vont venir transformer les aliments. Ok. Et la salivation, elle va aider elle va aider à contenir ce feu des acides gastriques en fait. D'accord? Ok. Voilà. Bon. Très bien. J'ai passé le premier test. Maintenant, je t'en fais déguster une deuxième. Ok. Voilà.
je vous montre, regardez bien, voilà. Et la même chose, tu te concentres et tu observes ce qui se passe dans ta bouche. Ah, c'est râpeux. Ah, excellent. Ah, c'est assez râpeux. Voilà. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais de salivation. Et qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau-là? Bah là, en fait, t'as que cette... T'as aussi envie de boire quelque chose pour enlever cette espèce de couche qui se met sur la langue. Moi, je sais pas comment t'es... Je vais vous en reprendre un peu. C'est pas mauvais, hein? C'est un espèce de... C'est du jus. Je sais pas de quoi, mais... C'est du jus de grenade. Ah, c'est du jus de grenade. Et le jus de grenade, enfin la grenade, Ouais. est un des aliments les plus astringents qui existent. L'astringence, elle, c'est fait d'air et de terre. D'accord? Ok. Et puis, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'effet de l'astringence, c'est que ça va refermer tous les canaux, tous les petits vaisseaux. Et du coup, comme ça ferme, ben, ça assèche complètement la bouche. Et du coup, ça devient complètement râpeux. Voilà. Et t'as pas ce côté, contrairement au jus de citron, où tout d'un coup t'as cette salive qui arrive. Bah Même là- si là t'as encore plus. Déjà qu'avant j'avais un petit peu envie de boire quand même. Oui. Bah là en fait t'as vraiment envie. T'as parce soif. que- ah oui, t'as soif. Voilà. Clairement t'as soif. Et alors, l'effet de l'astringence sur le tube digestif, en fait, il va aller refermer les canaux à l'intérieur Ouais. du tube digestif et puis il va en fait refermer les vaisseaux par lesquels passent les enzymes. Donc il va ralentir la production d'enzymes et du coup il va donner l'information au cerveau et ma cocotte, c'est le moment que tu t'arrêtes de manger. Ah, c'est... Donc ça va induire la fin de la production des enzymes pour la digestion. Donc du coup, est-ce que... Alors j'en sais pas du tout si c'est juste comme raisonnement, mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément un sentiment de satiété, tu sais que ça existe, hein, parce qu'il y a des gens Oui, vraiment qui peuvent tout à fait. jamais s'arrêter de manger ou qui n'ont pas ce message. Déjà on dit qu'il faut au moins 15 minutes pour que ça arrive au cerveau, etc., qu'il y a cette coordination. Et là, pour quelqu'un qui a jamais ce sentiment, qui pourrait manger parce qu'il n'a pas ce sentiment, tu pourrais lui recommander Bien sûr. de justement à un moment donné se dire ok, vous avez préparé votre assiette avec une quantité qui correspond à nos mains comme un Voilà. Si vous n'obtenez pas de manière spontanée ce sentiment, tu pourrais lui recommander peut-être un petit jus de canneberge ou quelque chose, mais à la fin du repas. Voilà. C'est ça. Par exemple, ou le thé noir. Le thé Ah, noir est ouais. astringent aussi. Ok. Ou alors un bon verre de rouge bien tannique. Ouais. Parce que c'est le tanin, c'est le tanin qui va amener ce côté astringent. D'accord. Mais l'Ayurveda va plus loin parce qu'en fait, il va nous dire l'astringent, il faut le prendre à la fin du repas. Parce Ah, que voilà. justement, on va réguler naturellement la digestion, Ok. la transformation chimique. Enfin, pas la transformation, mais le processus de transformation. D'où en fait le petit thé en fin de repas qui est le thé C'est noir. parfait. Alors le thé noir. Voilà. Pas forcément une tisane, mais un thé noir. Oui, d'autant plus que l'astringent va couper les saveurs. Donc Ok. on n'aura plus envie de manger quelque chose parce qu'on n'a plus de goût. Ok. D'accord? Donc aussi pour quelqu'un qui va peut-être avoir tendance à taper dans le... Enfin, taper dans le sucre. À prendre pas mal de... à prendre pas mal de sucré à la fin du repas, un bon Oui. dessert, etc. pour essayer de se limiter. Tu dis, ok, je prends, admettons, mon petit carré de chocolat, peut-être noir. Amer, ouais. Amer. L'amertume Ouais. va jouer un petit peu Mais pas la le même même chose. rôle que l'astringence. Ok. Et puis après, tu finis avec un thé noir. Voilà, c'est parfait. Ok. Bon. Voilà, ça va réguler l'appétit, ça va réguler tout ce système de digestion. Mais c'est magnifique. Hein. Voilà. On en sait tout plein là. Voilà, donc les saveurs, c'est quand même vraiment utile dans l'Ayurveda, c'est un des concepts de base. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment un outil d'équilibrage. Oui, totalement. Et c'est quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, on essaye de retrouver ces saveurs
à chaque repas. Oui, parce que tu l'as vu, hein, je l'ai expliqué, chacune des saveurs va avoir un rôle dans le système, dans le processus de digestion. Okay. Et en plus, va amener tous les éléments dont on a besoin. Et ce qu'on va faire pour jongler par rapport au dosha, c'est qu'on va associer ou privilégier les saveurs opposées à notre dosha pour garder l'équilibre. Mais on ne va pas l'oublier. Cette saveur, on va la garder, mais on va peut-être soit la diminuer, soit l'augmenter en fonction de notre dosha. Ok. Oh, moi, ça me paraît clair. Voilà. En tout cas, c'est passionnant parce que c'est un tout autre regard que la nutrition occidentale. C'est ça. Et là aussi, alors j'imagine que en nutrition occidentale, on entend tout le temps parler aussi des régimes hyperprotéinés ou du régime où on évite tout ce qui est féculent, etc., etc. Ben, c'est le cas de l'hyperprotéiné. Du coup, là, on va vraiment rechercher l'équilibre. On regarde la personne que tu as en face de toi, tu vas lui poser les bonnes questions pour comprendre comment elle fonctionne au quotidien dans son alimentation, on va dire. Et là, tu vas adapter. Mais c'est pas un régime strict. Alors, dans le courant, si la personne va relativement bien, ce ne sera pas strict. Maintenant, si elle a une pathologie qui est plus conséquente et que les qualités sont vraiment en excès. Donc peut-être que pendant 2 semaines, peut-être pendant 1 mois, on va adopter quelque chose d'assez strict. Okay. Ça, c'est une partie. Et puis ensuite, il faut savoir que si la digestion ne se fait pas bien, ça veut dire que le corps va produire des toxines. Okay. Et les toxines, elles, sont un peu c'est pas des vecteurs de maladie, mais comme elles vont aller s'agglutiner et coller dans les tissus, elles vont provoquer des maladies. Okay. Et dans le cas de ce qu'on appelle AMA, les toxines, eh bien là, on va adopter des régimes un petit peu différents parce que le but, c'est d'abord d'enlever ces toxines. Oui. On peut rien faire. On ne peut pas trouver l'équilibre tant qu'il y a des toxines. Ok. Voilà. Et les toxines dépendent de la qualité du feu digestif. Ok. Voilà. Si le feu digestif est trop faible, eh bien, on aura ces toxines collantes. Comme dans la voiture, si l'allumage est trop faible, il peut être noyé, par exemple. Donc encrassé, en fait. Il va produire de la calamine et du coup, ça ne fonctionne plus. Okay. C'est la même chose chez nous avec les toxines. Ben voilà, on en revient à notre comparaison avec une voiture. C'est incroyable. Bah ouais, c'est super intéressant. Et du coup, si tu vas chez ton garagiste, ou admettons, toi, tu es le garagiste, moi, je viens avec ma voiture. Ouais. Qu'est-ce que tu peux donner sans tout changer, on va dire, mais quels seraient quelques ajustements qu'on peut tous faire, tu vois? Oui, bien sûr. Pour prendre soin de notre moteur, de notre carcasse. Il y a bien, je pense qu'en Ayurveda, on a quelques recommandations, quelques routines aussi. On parle souvent des fois des routines ayurvédiques qui peuvent justement nous maintenir en santé. Et puis faire en sorte qu'on fasse encore des kilomètres et des kilomètres. C'est le but de l'Ayurveda. C'est un peu le but. C'est le but de l'Ayurveda, que la voiture fasse le plus de kilomètres en étant performante. Ouais. Ça, c'est le but de l'Ayurveda. Alors, la première chose que je conseille, c'est, dans la mesure du possible, de réduire le plus drastiquement possible, je pèse mes mots, les produits industriels. Tous les aliments qui sont déjà tout faits. Parce que dedans, on ne sait pas ce qu'on a, en fait. On ne sait pas d'où proviennent les choses, les pesticides qu'il y a, les conservateurs, merci. Et tout ça, ça va être des parasites qui vont complètement affaiblir notre feu digestif. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire, il est préférable que vous mangiez un plat de pâtes avec une petite sauce aux légumes ou quelque chose comme ça, très vite faite.
très vite faite, plutôt que de vous réchauffer une barquette de lasagne ou quoi que ce soit. Au bout du compte, vous avez pratiquement le même temps, peut-être un tout petit peu plus de préparation, par contre vous aurez 10 fois plus d'énergie. Ouais. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, je dirais que pour tous, il faut amener de la régularité dans les repas. Parce que si on saute du coq à l'âne, on mange pas, etc., notre feu digestif, il ne sait plus comment il fonctionne. Donc, il va s'encrasser. Ça, c'est sûr. Et puis ensuite, bien sûr qu'il faudrait connaître tous les saveurs, les effets sur les doshas, etc. Mais avant toute cette connaissance qu'on peut apprendre tout tranquillement, on va y venir. On va y venir, eh bien, on a des petites fées. Et ces petites fées, c'est les épices. Ça veut dire que avec ce qu'on a dans le frigo, peut-être que vous avez un morceau de fromage qui est peut-être pas très adapté pour pita parce qu'il est trop salé, etc. Eh bien, on va rajouter une épice qui va contrebalancer, qui sera un peu plus fraîche. On peut rajouter de la coriandre, on peut ajouter de la menthe pour les personnes qui aiment. Tout le monde n'apprécie pas ni l'un ni l'autre. Mais ou des graines de fenouil, parce que les graines de fenouil vont aider justement à équilibrer le pita. Donc, allez regarder les qualités des épices. Pour Kapha, toutes les épices sont intéressantes parce qu'elles sont toutes stimulantes. Donc, pour Kapha, c'est la voie royale. À part le sel, le sel est à vraiment beaucoup réduire pour Kapha parce qu'il va garder l'eau. Donc, c'est pas sain pour Kapha. Et puis pour Vata, celles où il faut faire attention, presque toutes sont bonnes, mais celles qui sont trop chauffantes, par exemple le piment ou les poivres qui sont vraiment costauds, parce qu'en fait la chaleur qu'il y a à l'intérieur va la sécher. Ça va amener de la sécheresse, et puis Vata, il est déjà sec, donc la chaleur va lui faire du mal indirectement. Ah ouais, tu vois, alors que moi je me disais, bon ben Vata c'est quand même le vent, enfin c'est l'air, les Vata ont souvent froid. Exactement. Alors, mais le trop piquant, c'est pas bon. Piquant. Voilà. D'accord. Et puis pour Pitta, on rajoutera des épices, mais parcimonieusement, parce que toutes les épices ont tendance, c'est pas général évidemment, mais elles ont tendance à stimuler le feu digestif, donc à chauffer un petit peu. Donc Pitta, lui, il les utilise plus parcimonieusement. D'accord. Voilà. Et du coup, alors là, j'en viens à une question que je pense que d'autres se posent. T'as envie de s'amuser un petit peu avec cette nutrition ayurvédique. C'est vrai, c'est sympa, etc. Quand tu es dans une famille, là tu prenais l'exemple, toi aussi, tu as eu tes enfants qui étaient plus petits, bien sûr, qui ont deux constitutions différentes. Oui. Je vis la même chose. J'ai aussi un conjoint qui a une autre constitution un peu que la mienne. Du coup, on peut tout à fait... En fait, on peut ne pas se compliquer l'existence avec la nutrition ayurvédique, c'est-à-dire dans le quotidien, on peut aussi imaginer se faire un plat qui est, on va dire, pour tout le monde, mais que tu vas après assaisonner, enfin épicer. Là, on va utiliser vraiment le mot épicer de manière un petit peu différente dans les assiettes de tout un chacun, par exemple. Exactement. C'est ça, voilà. On a quelques aliments qui sont neutres, par exemple le riz basmati, par exemple les lentilles roses, les haricots verts. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les pommes. Ce sont des aliments accessoirement qu'on retrouve beaucoup en Inde, vraiment. Voilà, mais ce sont des aliments neutres, c'est-à-dire qui sont ni trop apaisant ni trop stimulant pour les doshas. Alors on peut travailler avec ça, mais on peut aussi travailler dans la variété. Ça veut dire de ne pas faire des repas où on mange tout le temps la même chose ou tout le temps le même style de saveur, parce qu'on va oublier ceux qui auraient besoin d'autres saveurs. Et puis on va jouer avec les épices. Pour moi, petite fée. Voilà, pour moi, ce que je trouve fantastique quand mes enfants étaient petits, c'était... Alors, on aime bien faire la cuisine chez nous, on adore ça, on aime beaucoup manger. Mais du Généralement, ça va te faire.
Mais du coup, on jouait avec les épices et chacun préparait son petit mélange en fonction de ce qu'il était. Et puis des goûts qu'il aimait bien. Et puis il préparait ses épices. Puis comme ça, à table, il y avait les épices de chacun. Et puis sur un plat, une soupe à la courge, par exemple. Mais hop, on rajoutait chacun notre petite épice. Et ça amène juste ce qu'il faut quand on va bien, en tout cas, pour maintenir cette santé. Ok. Voilà, c'est un vrai jeu. Oui, c'est un vrai jeu, c'est ça. Tout à fait. En tout cas, on faisait même des petites épices à offrir à Noël aux grands-mamans, etc. En les connaissant un petit peu. Enfin, grand-maman et les autres. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment très ludique pour les enfants. Et pour nous aussi. Bah oui, c'est ça. Ouais. Bon, là, je crois qu'on a déjà quelques informations qui sont super intéressantes. Je te remercie pour cet avec plaisir. Pour cet éclairage sur l'alimentation selon le regard de cette approche millénaire de la santé. Ça, c'est quelque chose de très précieux. Donc, je te remercie. Avec plaisir. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment, il faut bien que je vous le dise quand même. Alors, je vais vous partager mon écran un petit instant. Nicole n'allait pas nous laisser sur notre faim comme ça. Justement, c'est le terme, le mot faim. Oui. Et ce soir, elle nous a aussi concocté un programme complet en e-learning sur justement la nutrition ayurvédique. C'est l'art de se nourrir pour notre bien-être. Quand je t'ai écouté aussi, parce que j'ai eu l'occasion de visionner quelques vidéos déjà, et puis également ta présentation, tu disais aussi, je vous souhaite beaucoup de plaisir parce que ça permet de transformer votre cuisine en une source inépuisable de santé, cette nutrition ayurvédique. Et j'ai trouvé extrêmement jolie cette phrase parce qu'en fait, tout à l'heure, tu parlais aussi de jouer avec les épices, de jouer avec les saveurs. Et je trouve ça très très joli. Donc moi, je l'ai gardé pour moi, mais je vous la partage. C'est transformer notre cuisine en une source inépuisable de santé. Et puis si je viens un petit peu plus précisément sur cet e-learning, eh bien, on va revoir les fondements de l'Ayurveda. Oui, bien sûr. Ça, c'est important. Et puis après, sous l'angle de la nutrition ayurvédique. C'est pour connaître la carcasse de la voiture. Exactement. Et le fonctionnement, les fonctions technologiques de la voiture. Exactement. Voilà. Du coup, voilà. Ensuite, on va voir l'importance de la qualité des aliments. Oui. Ok. On l'a abordé, mais tu l'abordes beaucoup plus, le rôle primordial d'Agni, donc du feu digestif. Tu vas aussi parler, parce que tu l'as abordé là, l'importance de l'environnement et des habitudes. Hein. Tu disais, c'est aussi quelque chose quand tu as un client, tu lui poses la question. Donc là, on va s'atteler aussi aux habitudes et aux attitudes qui vont influencer la qualité de notre digestion. Totalement. Un petit exemple, si vous mangez dans le stress, eh bien, le cerveau va être complètement monopolisé pour gérer votre stress et du coup, il n'aura aucune disponibilité pour gérer la digestion. Donc la digestion ne va pas bien se faire. C'est pour ça tout petit exemple comme ça, mais c'est plus large que ça. C'est aussi par rapport à votre environnement spatio-temporel, par rapport à votre environnement émotionnel, etc., etc. C'est pour ça que on a dit j'ai quelque chose qui me reste sur l'estomac. En fait, c'est vraiment c'est de là que vient un peu cette expression. Oui. Okay. On a parlé des 6 saveurs, mais tu vas plus loin dans cet e-learning. Bien sûr. On a appelé ça la danse subtile des 6 goûts. Joli. Pas mal, hein, pour composer vraiment une assiette qui nourrit, mais qui équilibre. Oui. On revient à cet équilibre et qui rassasie. Oui. Donc avec cette notion de satiété. Et puis on l'a légèrement abordé juste à la fin de ton intervention, mais aussi ces conseils pratiques qui permettent vraiment de nourrir aussi bien les Vata que les Pitta, que les Kapha qui sont autour d'une table. Voilà, là il y a toute une liste d'aliments qui concernent Vata, qui sont vraiment favorables pour Vata et ceux qui sont aussi à éviter, à réduire. De même pour Pitta, Kapha, donc là il y a vraiment tout un outil pratique qui est à disposition. Et puis cet e-learning, eh bien, il est composé
de plus de 3h30 de vidéos. Donc comme l'ensemble de nos e-learning, il est à consulter à votre rythme. Avec un accès illimité, vous pouvez revoir autant de fois que vous avez besoin vos vidéos et les conseils de Nicole. C'est également composé de 6 chapitres. Alors je vous dis franchement, c'est hyper passionnant d'entendre Nicole. C'est très pratique et puis en fait on a utilisé le mot transformateur parce qu'il y a l'aspect aussi de transformation de comment on ressent les aliments différemment. Il y a aussi cette notion de transformation avec le feu digestif. Et on vous a... Non, c'est pas vrai. C'est Nicole qui a également créé un support de formation qui va reposer les bases fondamentales de la nutrition ayurvédique et qui vous a prévu des bonus. Oui. On a parlé tout à l'heure des épices. Elle vous a prévu un recueil d'épices sur comment les utiliser dans la cuisine ayurvédique. On a parlé tout à l'heure de composer des menus. Donc, elle a déjà anticipé pour démarrer des plans journaliers de menus avec des recettes pour Vata, pour Pitta et pour Kapha. Et puis, quand vous avez envie de savoir, de mieux comprendre de mieux connaître votre constitution, vous avez aussi la possibilité de remplir un questionnaire pour identifier votre dosha, comprendre vos tendances naturelles et aussi adapter du coup votre alimentation quotidienne. Sur cette base-là. Exactement. Oui, tout à fait. Voilà. Alors cet e-learning concrètement, ça se présente sous cette forme. D'une fois que vous accédez à votre espace membre, vous avez les 6 vidéos, les bonus, l'e-book qui est donc le support de cours, excusez-moi, et tout ça, c'est proposé. Alors, ça a une valeur. C'est vrai qu'il y a énormément d'enseignements. Il y a quand même plus de 3h30. Vous avez tout ce support de cours qui fait un certain nombre de pages aussi, que vous pouvez y accéder en tout temps parce que c'est en format PDF. Et il a une valeur de plus de 270 € et on vous le propose à 97 €. C'est le prix de nos autres e-learning. On a conservé le même prix. Et sachez que seulement jusqu'à lundi minuit, donc jusqu'au 1er juin à minuit, vous bénéficiez d'une offre de lancement qui est de 20 € de rabais avec, ça ne s'invente pas, le code promo Curcuma. Comme ça, vous vous souviendrez des épices. Et là, vous avez un prix découverte à 77 €. Je tiens aussi à préciser que chacun des e-learning qui est créé par l'école Usha Veda, on soutient également une association. Donc, chaque fois qu'un e-learning est acheté, notre école s'engage à reverser 5 € à une association. Pour cet e-learning, c'est l'association Sheyam Bakam qui a été choisie. Alors, écoutez, c'est un nom tarabiscoté pour des projets pas si compliqués. C'est leur slogan et j'aime beaucoup ça. C'est c'est une belle association qui est basée en Suisse et qui travaille avec des acteurs locaux dans le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, pour favoriser en fait l'éducation ainsi que permettre à des gens de sortir de la précarité. Donc voilà, retenez bien le code Curcuma pour bénéficier du rabais et vous allez obtenir dans un petit instant le lien de la présentation de l'e-learning. Vous l'avez déjà dans votre chat en fait. Et puis, on dit qu'un e-learning permet d'allumer l'étincelle. Eh bien, une formation permet de nourrir le feu intérieur. Donc, je vous remets à l'écran, vous savez que notre école forme en Ayurveda et vous avez un cours de base en Ayurveda les 5 et 6 septembre prochains. À noter que si c'est votre premier cours chez Usha Veda, en achetant l'e-learning, vous bénéficiez également de 50 € sur le prix de cette formation. Joli cadeau. Sympa, hein? Ouais. Oui, tout à fait. Donc voilà, là on arrive au terme de cette présentation, de cette interview avec Nicole. Et merci en tout cas. Ouais, c'était un plaisir. Ouais, c'était très sympa. Oui. J'ai eu beaucoup de plaisir. Donc je tiens vraiment à te remercier. C'est vraiment, je crois qu'on a les informations pour mettre le bon carburant dans notre moteur et continuer à avancer. Je le souhaite de tout gaz, cœur en tout cas. Pas trop plein gaz, mais à un certain rythme.
Je vous remercie également tous pour votre écoute. Vous n'hésitez pas à nous liker sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Si vous avez envie également de découvrir d'autres interviews, nous sommes également présents sur Spotify avec d'autres podcasts et puis sur notre chaîne YouTube Usha Veda, vous allez trouver d'autres conférences sur des domaines tels que l'aromathérapie, la phytothérapie, également la nutrition et bien sûr l'Ayurveda. Donc voilà, je vous souhaite à tous une magnifique continuation. Nicole, un grand merci, une belle soirée. Merci de me donner aussi l'occasion de proposer, de transmettre ces connaissances et d'améliorer mes connaissances. Parce que ça nous oblige aussi à aller potasser de plus en plus loin et c'est une merveilleuse expérience. Oui. Ouais. Merci et toute beaucoup. Ton expérimentation aussi de ces 20 dernières années, elle est dans cet e-learning. Donc absolument. Merci à toi. Ouais. Ok, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous propose eh bien, qu'on se retrouve prochainement pour une suite d'aventures chez Usha Veda. Tu peux couper l'enregistrement. Au revoir. Ok.